Vendredi 23 octobre à 21h, nous serons en live sur Twitch pour l'anniversaire des 3 ans de la chaîne. On espère que vous serez nombreux pour fêter ça tous ensemble. Bisous! En tant que créatrice féministe, une des questions qu'on me pose le plus régulièrement concerne mes influences culturelles. Quels sont les films, les livres, les artistes qui ont amené la petite Elsa à ce parangon de force, de beauté, de modestie et d'intelligence qu'elle est aujourd'hui? C'est ça que vous vous demandez tous, hein? Hein? Je suis si seule. Eh bien, ce format est là pour répondre à cette question, ou pour partager des références aussi, tout simplement. Aujourd'hui, ce qui m'a été le plus demandé depuis des mois, le cinéma. Des films qui ont marqué ma conscience militante, il y en a beaucoup en réalité. Puisqu'il ne fallait en choisir que 5, j'ai décidé de me focaliser sur ceux qui m'ont vraiment fait me poser des questions sur moi, sur le monde, sur la société, les films dont je suis ressortie complètement galvanisée, pleine d'espoir pour l'avenir, ou bien au contraire encore plus convaincue que le monde allait mal et qu'il avait plus que jamais besoin qu'on se batte pour l'égalité. Ça a été difficile de choisir, parce que j'ai été interpellée différemment selon les époques de ma vie, et je suppose que beaucoup d'autres films m'interpelleront encore, différemment peut-être. Du coup, pour écrémer un peu, j'ai mis de côté certaines catégories de films, et je vous préviens tout de suite, je ne parlerai pas du tout ici de films politiques. Alors oui, je vous entends les gens du fond qui ont fait des études d'art, oui, toute œuvre est politique, oui. Par là, je veux dire des films militants. Je trouvais ça intéressant pour un premier épisode de montrer ce qui peut éveiller une conscience féministe sans forcément avoir été fait dans ce but-là. Mais entrons avec la vivacité de la libellule et la grâce du Mélophée dans le vif du sujet. Les Nuits de Cabiria, Fellini, 1957. C'est l'histoire d'une prostituée naïve et désargentée à Rome, qui cherche désespérément un amoureux, un ami, ou juste un homme en qui elle puisse avoir confiance. Ce qui s'avère être une galère sans nom. La meuf se fait quand même voler tout ce qu'elle possède et se fait trahir comme Jaja. Cabiria est simple, avec une joie et une foi en la vie ineffables. Elle va se heurter parfois très très violemment à un monde qui abuse complètement de son énergie, qui l'aspire jusqu'à la pousser au désespoir, et pourtant, à chaque fois qu'elle est aux portes de la mort, elle est sauvée par des choses qui semblent sans importance. Des enfants qui traînent, de la musique, une fête d'étudiants, un petit rien qui la remplit tout de suite à nouveau d'une énergie de vie très impressionnante, dévastatrice. Les Nuits de Cabiria racontent aussi quelque chose de ce besoin d'un homme dans la vie d'une femme tel qu'il était conçu dans les années 50-60, une sorte d'obligation. Une vie de femme sans homme, sans amour, est-elle possible? Étrangement, même si je pense que ce n'était pas le but, Les Nuits de Cabiria me semblent dire que oui. Cabiria n'est jamais aussi forte, jamais aussi vivante, jamais autant en sécurité que lorsqu'elle ne dépend que d'elle-même. Et si elle croit rechercher le bonheur en cherchant l'amour, elle n'est paradoxalement jamais aussi malheureuse que quand elle croit l'avoir trouvé, et que la réalité de ces hommes qu'elle aime vient la percuter. C'est avec ce film que j'ai commencé à remettre en question la recherche d'une norme familiale qui me semblait établie. Est-ce que le couple fait vraiment du bien à tout le monde? Pourquoi est-ce la norme? Jusqu'où certaines sont prêtes à aller? À quel point sont-elles prêtes à se plier pour rentrer dans le tout petit moule qu'on leur a imposé? Et ce, même si elles ont potentiellement une vie devant elles, qu'elles pourraient construire à leur façon. Tous ces questionnements, liés à la force du jeu de Giulietta Massina, qui est un crush absolu depuis, car oui, c'est également ce film qui a commencé à me faire entrevoir le fait que j'étais probablement bi. Tous ces questionnements, donc, m'ont donné les bases de ma vision du militantisme. Recherche la liberté, vois au-delà des normes, et surtout, ne te décourage pas. Un jour nouveau poindra demain, plein de possibilités. J'avais peut-être 15 ans quand j'ai vu ce film, et c'était une excellente leçon que de se dire que la résilience, l'indépendance, la force de vie font toujours aller de l'avant. S'accrocher au positif fait avancer. Oh, et une autre bonne leçon tirée du film: ne confie pas tes clés d'appart au premier venu, parce que potentiellement, il peut voler ton argent. Voilà, ça c'est une bonne leçon de vie, ça. La saga Star Wars, depuis 1977. Je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup hésité pour celui-là, notamment parce qu'il s'agit de l'ensemble d'un univers plutôt que d'un film. Mais en y réfléchissant bien, cela me semblait incontournable dans mon parcours de féministe. Ce serait difficile de résumer tous les films et toutes les productions diverses et variées en quelques lignes, donc je vais bien me garder de le faire. Disons simplement que cet univers, créé à l'origine par George Lucas en 1977, a depuis été très prolifique sur de très nombreux supports, et a engendré sa propre mythologie et ses propres références. J'ai découvert les films lorsque j'avais 11 ans, au cinéma, avec La Menace Fantôme. Star Wars ne faisant pas vraiment partie des références de mes parents, je n'en avais pas réellement entendu parler avant, et cette découverte fut fondatrice pour mon imaginaire. J'étais fascinée par Amidala, puis par Leia Organa, et j'ai continué à avoir un amour profond pour tous les personnages féminins de la licence. Rey, Jyn Erso, Rose, Phasma, l'Admiral Holdo, Ahsoka, Iden Verso, Dark Traya, et j'en passe. C'est mon premier contact avec des héroïnes guerrières, avec des combattantes militaires ou politiques, des femmes puissantes, influentes,
courageuse. Et surtout, c'était la première fois pour moi que je voyais des personnages féminins qui ne se battaient pas que pour l'amour ou la famille, mais aussi pour leur idéal, pour le pouvoir, pour des choses qui changeaient diamétralement de ce que je pensais être des combats féminins. Leia et Amidala m'ont fait entrer dans ma préadolescence en me disant qu'une femme pouvait se battre pour son peuple, pour ses idées, qu'elle n'avait rien à envier aux héros masculins. Une impression qui s'est renforcée au fil des épisodes. Femmes et hommes sont traités pareil. Ils meurent côte à côte sur les champs de bataille, parlent côte à côte au Sénat, peuvent devenir Sith ou Jedi, et je sais qu'il y a de nombreux passages discutables d'un point de vue de la libération féminine. Coucou Bikini en ferraille. Et du point de vue de la niaiserie aussi. Coucou Hayden Christensen dans l'épisode 2. Sache que malgré tout, je t'aime depuis 2002. Mais lorsque j'étais jeunette, ce n'est pas ce que j'y ai vu, ou ce que j'ai retenu. Moi, je suis repartie du ciné en me disant que je voulais être forte comme elles, que je voulais avoir leur courage, leur détermination, que je voulais que ma voix compte. Et c'est un regain de courage et de confiance que je continue à avoir en voyant Rey ou Jyn Erso, en voyant hommes et femmes traités pareil au sein du Premier Ordre ou des rebelles, et je me dis que ouais, franchement ouais, il y a de l'espoir pour l'égalité au ciné. Et inutile de faire des débats Star Wars sous cette vidéo, chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut, ça va aller. Mademoiselle, Park Chan-wook, 2016. Ce film racontant la quête d'Hideko, riche japonaise, et de Suki, modeste coréenne engagée pour lui servir de femme de chambre vers la liberté, fut déjà un choc visuel. Dans la cruauté de la Corée des années 30, chacune essaie de survivre et d'échapper à ce qui les enferme toutes deux, malgré l'autre, grâce à l'autre, avec l'autre. J'y ai trouvé une beauté folle dans le traitement de la sensualité et de la sexualité féminine, une ode à la force, à l'intelligence. Je suis ressortie du film en me demandant si, dans ma vie d'adulte qui avait déjà consommé beaucoup de littérature érotique, mais aussi beaucoup de films érotiques ou pornographiques, j'avais déjà vu une histoire qui tourne autant autour du plaisir et de la littérature, et qui tombe aussi peu dans les clichés inhérents à ce genre de récit. Si j'avais été très marquée et impressionnée par un film érotique comme L'Empire des Sens, par exemple, il était resté pour autant un film érotique, et il ne m'avait pas fait me poser des questions sur l'érotisme, et sur la place de la femme dans l'érotisme. Aucun film ne m'avait questionné non plus sur la prise de pouvoir qui peut être inhérente à certaines formes de sexualité, sur la liberté qu'on peut y gagner, sur le militantisme qu'il peut y avoir à coucher, aimer, relationner entre femmes. C'est après ce film que j'ai commencé à faire des recherches sur la sexualité militante. Et même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que j'ai pu lire ou entendre sur le sujet, force est d'avouer que cela a amené à des réflexions extrêmement intéressantes et qui ont amené une grande part de déconstruction sur la façon dont je voyais la sexualité. De plus, dans un monde où sexualité et désir sont systématiquement montrés au grand public à travers une esthétique hyper normée, la façon de raconter et de filmer de Park Chan-wook, cette crudité et cette cruauté aussi, parce que le film est mine de rien très violent, mais montré de façon extrêmement raffinée et intime, m'a fait aussi me poser des questions sur ce qui nous excite ou non. C'est également un film dans lequel désir féminin et masculin sont très mis en parallèle. Et pour une militante comme moi qui a décidé de beaucoup étudier les œuvres érotiques, c'est extrêmement fort et intéressant, et ça ouvre un champ des possibles très vaste. Caramel, Nadine Labaki, 2006. Cette réalisatrice et actrice libanaise est un peu mon idole. Je lis. Du coup, c'était difficile de choisir un film dans toute sa filmographie, que je trouve admirable. Disons que j'ai choisi celui qui m'a fait découvrir sa voix et son œuvre. Si Mademoiselle a été un choc visuel, Caramel a sans aucun doute été un choc intellectuel et culturel. Il n'arrive rien d'exceptionnel aux femmes de ce film. L'une a une relation avec un homme marié, l'autre doit se marier bientôt, une autre doit faire face à son attirance pour les femmes, une se voit vieillir dans une société qui ne met en avant que la beauté de la jeunesse, et une autre encore se retrouve au pied du mur entre vivre pour aider et vivre pour elle. Mais déjà, tout change lorsqu'on sait que l'histoire se passe au Liban, dans un pays où se couper les cheveux peut être un acte de rébellion, où on peut exiger une virginité au mariage ou réserver une chambre d'hôtel pour une femme seule s'avère compliqué. Un pays entre tradition et modernité, où souffle un vent de liberté si petit, si ténu encore, et où les femmes se battent, dissimulent, feintent et font des concessions pour vivre leur vie comme elles l'entendent. Mais au-delà de cette différenciation culturelle qui rappelle bien que toutes les femmes ne sont pas égales partout, même dans un pays qui peut apparaître comme relativement libre, ce qui, même si on le sait déjà, est toujours bon de remettre en avant. Au-delà de ça, donc, il y a aussi autre chose, plus intéressant encore peut-être. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose dans le film de Labaki qui mettait exactement le doigt sur une sensation que j'avais du mal à analyser dans ma perception de l'éducation qu'on donne aux filles et aux femmes, et sur un mécanisme qui en résulte et qui nous lie peut-être, au-delà de la culture. Les femmes de ce film sont fortes, résilientes, parce qu'elles tirent leur force de frivolité apparente, qui semble être les seules choses dans lesquelles les hommes ne fourrent pas leur nez. Je m'explique. Est-ce que cette légèreté, cette frivolité,
Concéder aux femmes dans nombre de sociétés patriarcales comme étant leur défaut, leur occupation la plus naturelle, n'est pas en réalité une clé pour se rassembler, pour parler, pour retrouver courage et pour au final se libérer. Pour aller plus loin même, est-ce que la violence inhérente à certains hommes dans cette société n'est pas initiée par ce refus de la frivolité, présentée dès la petite enfance comme une caractéristique trop féminine, pas assez virile ? Et par frivolité, j'entends beaucoup de choses qui sont regroupées là-dessous. Cette capacité à se regrouper pour parler, pour échanger, cette apparente légèreté qu'il y a dans la réflexion sur son apparence, cette prise de pouvoir dans ce qui parfois est la seule chose qui reste à certaines femmes comme champ d'action. La famille, l'esthétique, la gourmandise même. Du coup, bim, réflexion aussi sur l'éducation que l'on donne aux garçons et aux filles, et sur à quel point nos forces et nos faiblesses et la base de nombre de nos inégalités se construisent sur cette éducation. Ça n'a l'air de rien comme ça. Mais j'avais 19 ans quand ce film est sorti au ciné, et il a opéré sur moi une prise de conscience qui m'a chamboulée, et a amorcé pour moi un véritable parcours de militante féministe. Je pense qu'il a aussi, mine de rien, précisé la façon dont je vois une éducation égalitaire. Quel que soit le genre de l'enfant, le priver de frivolité, de légèreté, genrer le sérieux ou la détente est une aberration. Le fait de voir se jouer autant de prises de risques, autant d'actions de force, autant d'affirmation de soi et de sa liberté d'être au monde derrière les paravents d'un salon d'esthéticienne ou devant les miroirs d'une coiffeuse, m'a encore plus persuadée que ce qui nous sauve, ce sont les séances de papote, danser n'importe comment dans un salon, beugler des chansons stupides en bande, faire un gâteau, prendre du temps pour soi, ricaner, bref, avoir la présence d'esprit de comprendre que nous ne sommes pas nécessaires au centre du monde, en permanence. Que chacune d'entre nous, nous pouvons être, pendant un temps même minime, dans autre chose que dans la représentation, dans autre chose que le combat. Et ce n'est pas une perte de temps, c'est, au pire, une force de mouvement pour la suite, et au mieux, un endroit où peuvent prendre forme de véritables révolutions, personnelles, plus grandes même. Un film comme celui-ci dit aussi que les endroits d'échange, d'écoute, de rébellion se cachent dans des lieux que l'on ne soupçonne pas. Et il rappelle à quel point en tout temps, en tout lieu, la sororité est indispensable et peut sauver des vies. Mention honorable. Certains l'aiment chaud. Une comédie avec Marilyn Monroe où deux hommes vont devoir devenir des femmes pour quelque temps afin de survivre. Les biais de la perception des femmes des années 60 sont particulièrement visibles, alors que ces deux mecs vont découvrir petit à petit toutes les joies qui vont avec la condition féminine. Toutes les obligations, tout le harcèlement, toutes les fois où l'on n'est pas entendu, pas respecté, pas regardé. Il y a à boire et à manger là-dedans. Et ça reste un film qui a pour vocation de faire rire. Mais il est surprenamment caustique et intéressant sur plein de points. Les héroïnes Disney de mon enfance. Car, oui, je n'ai pas grandi dans une grotte nurserie exprès pour les bébés féministes. J'ai donc vu et apprécié des histoires de princesses quand j'étais petite, dans les années 90. Et vous savez quoi ? Je n'en ai pas honte du tout. Au contraire même. Je mets au rang de mes toutes premières héroïnes Pocahontas, Mulan, voire même Esmeralda. Enfant, je ne jouais pas à la dame qui attend son mec dans un coin du château, mais j'empoignais un grand bâton et j'allais me battre pour sauver mon peuple d'un truc que j'arrivais pas bien à expliquer comme ça, mais en tout cas, c'était sûr que c'était l'ennemi, et qu'il fallait que je me batte, et que j'étais héroïque, t'as vu ? Bref, j'avais saisi que ce qui me ferait devenir puissante et fière de moi, c'était me battre pour ceux que j'aime et ceux en quoi je crois, en montrant mon courage et ma détermination. Pas juste me marier avec la bonne personne. Gone Girl et Misery, qui ont été juste les premiers films que j'ai vus avec une méchante bien écrite, machiavélique, effrayante et traitée comme le sont les méchants masculins. Wonder Woman et Captain Marvel. Là, je vais pas m'étendre trop dessus parce que j'en ai carrément fait une vidéo entière, à chaud. Mais en gros, j'ai ressenti une telle déception en sortant de Wonder Woman, un tel découragement que j'en aurais pleuré. J'ai compris à ce moment que, malgré tout ce qu'on pouvait dire, malgré tout ce décorum joliment féministe que Hollywood nous jetait à la gueule pour vendre son film, il y avait encore tout à faire niveau féminisme dans les blockbusters. Genre, tout. J'ai trouvé l'héroïne niaise et stéréotypée, j'ai trouvé ses motivations stupides et à côté de la plaque, j'ai été désolée de voir qu'une femme élevée au milieu de guerrières était montrée comme étant plus fascinée par le petit cul d'un beau mâle plutôt qu'incrédule et choquée par le piètre rôle qu'ont les femmes dans le monde des années 40 dans lequel elles débarquent. Vraiment. Une Amazone, elle se dit pas « Oh tiens, c'est bizarre qu'il y ait que des hommes sur les champs de bataille. Qu'est-ce que vous faites là, les meufs? Pourquoi vous vous êtes pas entraînées? Battez-vous » Elle a perdu sa seule famille, ses seules grandes figures maternelles, et elle trouve du time pour être concernée par beau gosse lambda, là, juste parce qu'ils ont dansé un slow sous la neige. Oh, bref. J'arrête, sinon je vais encore m'énerver. Bref, ça a été un gros coup dans mon âme de féministe et ça a déclenché aussi une certaine prise de conscience. Si ça, c'est considéré comme un film féministe, alors mes petits potes, mes petites potesses, on n'est pas sortis du sable. Et puis, alors que je désespérais de voir une super-héroïne traitée de manière vraiment chouette, tac,
Captain Marvel débarque. Alors, je dis pas que ce film est admirable, hein. Je dis qu'il m'a convaincu que, pierre après pierre, on allait vers la voie de l'égalité. Héroïne puissante, motivation à la hauteur de ce qu'elle est, attachement affectif plausible. Merci, ça m'a fait du bien. Mad Max Fury Road, George Miller, 2015. J'ai souvent parlé de choc dans cette vidéo, visuel, intellectuel. Mais Mad Max, pour moi, ça a été encore au-delà de ça. Et je pense que ce n'est pas trop fort que de parler cette fois-ci de vraies réactions physiques, d'un éblouissement. Furiosa m'a bouleversée, au sens premier du terme. J'ai été percutée par tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle représente. Un lieutenant à la solde du grand méchant qui œuvre en douce pour détruire ses fondations et libérer les esclaves sexuels qui lui servent d'usine à bébé. Elle est puissante, elle est seule contre tous, elle se bat avec les armes de l'ennemi parce qu'elle a pris le temps de les comprendre et de les maîtriser, mais elle n'a jamais étouffé sa révolte et son but premier, la liberté, la justice. Et elle est si forte, si belle, si puissante, merde, j'en ai des frissons en y repensant. C'est le premier film d'action où je voyais autant de femmes au même endroit, se parler entre elles, avoir des vrais rôles. C'est la première fois que je voyais des vieilles femmes qu'on autorisait à être belles et badass et fortes. C'est la première fois que je voyais autant de sororité, autant de place accordée aux personnages féminins et à leurs paroles, à leurs désirs, à leurs idéaux, à leurs combats. Ça m'a soufflé, vraiment, physiquement. J'ai vécu tout le film suspendu entre deux états, complètement euphorisée par ce que je voyais. J'en suis ressortie épuisée, sonnée et changée. Ça faisait donc cet effet-là d'avoir un héros puissant, invincible auquel s'identifier. J'ai repensé à des potes quand nous étions allés voir 300 ou Batman, à leur état après, à la façon dont ils parlaient de ce qu'ils avaient vu. Alors attention, je ne compare pas du tout ces films, juste, je me souviens de ne pas avoir vraiment saisi cette énergie à ce moment-là. Bien loin de l'appréciation du film, juste cette énergie qu'ils avaient absorbée devant un idéal peut-être. Et j'ai compris cette montée d'adrénaline en sortant de Fury Road. J'ai eu immédiatement envie de ressembler à Furiosa. J'ai même fait un truc complètement idiot dont je ne me serais pas cru capable. Je suis allée m'inscrire dans une salle de sport juste après. Et j'ai repris mes leçons pour passer mon permis. Parce qu'elle conduit, parce qu'elle sait se battre, parce que je voulais être comme elle. Tout comme elle. Ou au moins lui ressembler un peu. Même si cet emportement du moment s'est un peu apaisé, j'ai toujours la sensation très nette que si j'avais eu cette figure-là de femme surpuissante, handicapée, décisionnaire, droite et au courage terrible lorsque j'étais plus petite, je serais sûrement très différente à présent. Je suis presque sûre que j'aurais voulu me mettre au sport, par exemple, et dépasser mon handicap par tous les moyens. Je suis sûre aussi que je me serais insurgée bien plus tôt sur la façon dont un monde patriarcal, dont le regard des autres transforme les femmes en choses qui n'ont pas droit à la parole. Je suis sûre qu'à chaque instant difficile, j'aurais calqué mon courage sur elle, sur cette héroïne en laquelle je reconnaissais toutes mes forces et tous mes doutes décuplés. J'aurais gardé son image flamboyante dans mes épreuves, mes injustices, tout comme je le fais maintenant. La réflexion qui a suivi Mad Max Fury Road a été la plus forte de toute ma vie de spectatrice et peut très bien servir de conclusion à cette vidéo. Si ce film me fait ça, qu'est-ce qui a manqué dans les autres ? Pourquoi diable manque-t-on d'héroïnes de cette trempe ? J'ai aussi mesuré toute l'importance des modèles fictionnels dans une vie, et surtout dans une vie militante. L'importance d'avoir, pour se raccrocher, pour se rassurer, pour se redonner du courage et de l'énergie, toute la lumière de ces figures qui n'existent pas en soi, mais qui sont créées à partir de nous, qui prennent leur voix dans des luttes qui nous bouleversaient sans pouvoir mettre un mot, un visage dessus, et qui semblent prendre vie sur des terrains fertiles de réflexion, de conviction, qui nous sont propres et qu'on n'a même pas toujours conscience d'avoir en soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu y as trouvé matière à réflexion ou juste un film à regarder ce soir. N'hésitez pas à me dire vos propres films fondateurs en commentaire. Je suis vraiment curieuse de voir ce qu'on a en commun, et ceux que je ne connaissais pas encore. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à devenir des tipeurs, ces êtres de lumière qui nous permettent de produire du contenu chaque mois sans manger nos doigts, ou celui de notre enfant. Merci à eux. Ciao!